Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le présent enregistrement va nous permettre, dans un souci de continuité, de nous étaler sur l'un des thèmes de notre module Langue et terminologie 2, qui est l'exposé oral et l'entretien. Pour pouvoir étudier ces deux éléments qui sont vraiment très importants pour tout étudiant et pour tout nouveau diplômé, nous allons commencer par l'exposé oral tout d'abord. Nous allons commencer par sa définition. Nous allons voir comment on peut concevoir un bon exposé, comment on peut établir son plan et comment on peut structurer cet exposé. Dans une deuxième partie de l'enregistrement, nous allons nous pencher sur l'entretien d'embauche. Naturellement, nous allons le définir. Ensuite, nous allons voir comment je peux me préparer à un entretien d'embauche. Cette préparation, elle va passer par 3 étapes différentes. Vous avez l'avant-entretien, vous avez durant l'entretien, et une fois que vous avez passé cet entretien d'embauche, ça ne veut pas dire que votre travail en tant que diplômé ou bien en tant que candidat s'arrête là. Au contraire, même après l'entretien, il y a certaines tâches, il y a certaines opérations que vous pouvez faire et qui vont témoigner de votre intérêt pour le poste en question, qui vont garantir à l'employeur que vous êtes vraiment intéressé et que vous êtes motivé à avoir ce poste. Commençons tout d'abord par l'exposé oral. L'exposé oral, c'est un discours oral qui est présenté selon un enchaînement d'idées. Il s'agit d'un développement qui est explicatif sur n'importe quel sujet que vous avez bien évidemment déterminé et préparé à l'avance. Le but d'un exposé, c'est de se faire comprendre et de pouvoir transmettre un message et certaines informations de façon à convaincre avec succès les personnes qui sont face à vous. Pour ceci, il va falloir respecter certaines règles de base et il va falloir très bien se préparer, car c'est la meilleure garantie et c'est la seule voie qui va vous permettre d'être à l'aise et de donner satisfaction aux auditeurs. Il ne faut pas oublier que ces auditeurs, ils ont fait le déplacement pour venir voir votre exposé et ils vous ont réservé du temps. Donc, il faut absolument que votre exposé réponde à leurs attentes en leur donnant des informations qui sont constructives. Donc, pour cela, il faut toujours veiller à faire un exposé qui va attirer justement l'attention de ce public et qui va lui laisser une information qui est pertinente. Nous allons donc nous pencher sur 3 éléments importants. La première va être la conception de l'exposé. La deuxième va être la manière avec laquelle j'établis le plan de mon exposé. Et la troisième et la dernière va être la structuration de l'exposé. Donc, pour ce qui est de la conception de l'exposé, là, il faut commencer par se poser un certain nombre de questions. Ce sont ces questions qui vont conditionner tout le travail que vous allez faire par la suite. Il faut que je sache quelle est la personnalité, par exemple, et quel est l'horizon professionnel des participants qui vont être là le jour de mon exposé. Il faut que je comprenne quelles sont leurs motivations. Pourquoi ils viennent m'écouter? Quelles sont les attentes qu'ils ont de cet exposé? Quel est le nombre de ces participants? Dans quelle langue je dois leur parler? Où va se passer l'exposé? Quels sont les moyens? Quel est le matériel que je vais avoir à ma disposition et que je pourrai utiliser dans l'exposé, etc. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, nous allons suivre certaines étapes dans la conception. La première étape va nous permettre de savoir ce que représente l'exposé pour votre public. L'exposé est fait pour un public cible qui est bien particulier et bien déterminé dès le début. On ne peut concevoir une présentation sans se mettre à la place de ce public pour pouvoir le comprendre. Il faut toujours garder à l'esprit ce qu'est pour lui la présentation que vous allez faire. Est-ce que pour lui, ça va être une épreuve que vous passez ou bien est-ce que ça va être une présentation didactique qui est faite par un expert et donc il est en train de prendre des informations qui sont nouvelles
Ou encore, est-ce que vous êtes en train de lui donner une aide à la décision qui vient d'un spécialiste, etc. Donc, ensuite, toujours dans cette étape, il faut aussi parler de l'organisation matérielle. C'est-à-dire, quel est le type de la salle qu'on va vous donner, quelle est la disposition des lieux, quel est le matériel audiovisuel à disposition, etc. Pourquoi vous allez avoir besoin de ces informations? Parce que ça va être un manque à gagner d'aller par exemple travailler sur des exemples en vidéo et une fois arrivé à la salle, eh bien vous allez trouver qu'il n'y a pas de haut-parleurs qui vont permettre au public d'écouter ce que vous avez présenté, etc. La deuxième étape va être l'étape de l'élaboration du plan. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux jamais vous donner un plan magique qui va être un plan standard, adéquat à tous les sujets, à toutes les situations. Chaque sujet va posséder en fait, en théorie, son propre plan. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de plans et c'est à vous de voir quel est le type qui répond aux spécificités de votre situation, qui répond à votre niveau d'expertise, mais qui répond aussi à la nature du sujet que vous allez traiter dans votre exposé. Donc, pour ce qui est des différents plans qui existent, nous allons en présenter 3 différents. Le premier va être ce qu'on appelle le plan inventaire. La présentation de plusieurs aspects du sujet va être faite dans ce genre d'exposé pour mieux travailler le sujet en général. Donc, vous allez avoir dans cet exposé une introduction dans laquelle vous allez expliquer pourquoi vous avez choisi ce thème, ce que vous allez faire découvrir à votre public, point par point, à travers plusieurs raisons. Et là, vous allez commencer à expliquer ces raisons. Donc, ça va être raison 1, raison 2, raison 3, raison 4, etc. Une fois que vous avez fait le tour de toutes les raisons, eh bien, vous allez présenter votre conclusion. Le deuxième type de plan va être le plan dialectique. On soulève ici une question sur un thème déterminé et dont le sujet est très discutable. C'est-à-dire, plusieurs opinions peuvent exister et c'est la discussion de toutes ces opinions-là qui va enrichir le débat et qui va enrichir l'exposé en général. On propose donc d'y réfléchir et de fournir une matière première à la réflexion afin de pouvoir prendre une position sur le sujet. Donc là, il ne faut jamais donner son point de vue dans l'introduction. Dans ce type d'exposé, vous allez avoir une introduction, vous allez présenter les avantages de la réflexion, vous allez présenter ses inconvénients et vous allez présenter une synthèse. Et c'est dans la conclusion que vous allez donner votre avis personnel sur la question que vous avez analysée et étudiée dans votre exposé. Troisièmement et dernièrement, nous allons avoir le plan progressif. Il s'agit ici d'analyser un problème qui mérite une réflexion très approfondie. On est en train de décrire une situation et on va analyser les causes de cette situation, mais on va aussi se projeter dans les conséquences et les solutions qu'on peut présenter. Donc là, vous allez avoir dans votre exposé une introduction, vous allez présenter votre situation, vous allez parler des problèmes, vous allez essayer d'expliquer les causes, vous allez aussi essayer de projeter les conséquences et vous allez proposer certaines solutions à ce problème-là. Troisièmement, ça va être l'étape de la structure de l'exposé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un exposé, contrairement à d'autres rédactions comme par exemple la dissertation, etc., nous n'allons pas avoir seulement 3 étapes, nous allons en avoir 5 différentes. Nous allons avoir une introduction, un développement, une conclusion, mais après ça, il faut aussi travailler ce qu'on appelle la clôture de l'exposé et on va parler aussi de l'intérêt de votre PowerPoint. Lorsque je parle de l'introduction, je parle de la partie, je pourrais dire, la plus importante de votre exposé. Pourquoi elle est importante? Parce que c'est elle qui va éveiller l'attention des auditeurs. Elle va souligner aussi et expliquer l'intérêt du sujet.
L'introduction va situer le thème dans son contexte et va le délimiter. Elle va indiquer les objectifs, elle va introduire la question centrale et elle va présenter la structure générale de l'exposé, les différentes parties que vous allez utiliser, etc. lorsque vous allez présenter votre plan. Deuxièmement, ça va être le développement. Là, ça va être le corps de votre exposé. Ce corps doit être structuré en plusieurs parties avec chacune une idée qui va être l'idée centrale ou bien l'idée la plus importante de la partie. Il faut toujours commencer par l'idée principale ou bien par l'idée la plus compréhensible parce que ça va vous permettre d'accrocher l'attention du lecteur, il va vous donner beaucoup plus d'intérêt et ça va donc être plus facile pour vous de vous sentir à l'aise et de garder sa concentration. Il faut aussi faire des transitions entre les parties. Il faut toujours que votre public cible sente qu'il y a une relation entre les différentes parties que vous êtes en train de présenter. Il ne faut pas oublier de répéter et de souligner les points importants pour chaque étape avant de passer à l'étape suivante. Et il faut mobiliser l'attention au moyen d'anecdotes, par exemple, qui vont être faites sur une construction simple et logique. Donc ensuite, troisièmement, nous allons avoir la conclusion. La conclusion, elle découle naturellement du développement. Elle va récapituler les idées principales pour introduire un message final ou bien une idée forte. Ce n'est pas un résumé. Il faut aussi que la conclusion permette d'élargir le problème exactement comme dans la conclusion d'une dissertation. Donc là, pour élargir le problème, vous pouvez suggérer des idées, des actions, vous pouvez proposer des pistes en posant par exemple une autre question qui peut être étudiée dans un prochain exposé en ayant un rapport avec le sujet afin de l'élargir. Après la conclusion, il faut travailler une clôture de l'exposé. La clôture de l'exposé, c'est ce qui va vous permettre de terminer votre présentation. Il faut là remercier les participants pour leur attention et leur dire que vous avez par exemple apprécié l'échange, les interactions que vous avez eues avec eux. Il faut faire éventuellement une déclaration finale. Donc là, on va essayer d'utiliser un discours qui est plus léger et plus général en s'appuyant par exemple sur une citation, sur un proverbe, etc. Donc ensuite, nous allons parler de l'intérêt du PowerPoint qui va être un accompagnateur pour votre présentation. Il faut savoir que ce PowerPoint pour l'orateur va avoir un intérêt parce qu'il n'est pas question de lire un texte qui est déjà élaboré. Il faut pouvoir se détacher de votre texte de base. Le contenu des diapos doit constituer juste un support pour vous qui va vous rappeler quels sont les différents éléments que je dois évoquer, que je dois présenter dans telle ou telle partie. Il faut donc le construire d'une manière qui est judicieuse et qui va vous permettre de vous rappeler de tous ces points-là. Et pour l'auditeur ou bien pour l'exposant, donc il faut que les documents visuels suivent ce qu'on appelle la règle d'or ciel. Pourquoi ciel? Eh bien parce qu'on va avoir 4 conditions importantes. Le C qui va désigner la couleur, et là il faut choisir une image par exemple ou bien une couleur qui va mettre votre texte en valeur. Le I du ciel pour l'image, vous devez utiliser des images qui vont vous aider à frapper et à attirer l'attention de votre public. Donc le E va être pour encadrement, qui va faire ressortir une partie essentielle à laquelle vous donnez une grande importance. Et le L du ciel pour lisibilité, qui va permettre à l'auditoire de lire et de suivre même depuis le fond de la salle. Donc pour ça, il faut faire très attention à la taille de police que vous allez choisir. Nous en avons fini avec la première partie qui est celle de l'exposé oral et maintenant nous allons passer à l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche est un moment clé de la recherche de l'emploi pour tout diplômé. C'est le moment où le candidat pour un poste et l'employeur vont se rencontrer. Il s'agit donc d'une rencontre dans laquelle le candidat va essayer de mettre en avance tous ses points forts
Et l'employeur va essayer d'évaluer, de juger le candidat qui se trouve face à lui. L'entretien d'embauche est, comme je viens de le dire, un moment clé et très important dans la recherche d'emploi et c'est pour ça qu'il faut le préparer avec un très grand soin. Il ne faut rien laisser au hasard. Cette préparation va passer par 3 étapes différentes. Avant l'entretien, durant l'entretien et après l'entretien. Donc déjà avant l'entretien, la première chose que le candidat va devoir faire, eh bien, ça va être de travailler l'intérêt pour le poste. Lorsque la personne a décroché un entretien, ça veut dire qu'une première étape a déjà été franchie avec réussite. Mais attention, le fait d'avoir décroché l'entretien ne veut pas dire que vous avez tout gagné. Il ne faut donc pas oublier que l'entretien permet au recruteur de ne pas se tromper sur vous. C'est ce qui va lui permettre de se forger une idée fixe sur votre personnalité, vos expériences, votre formation, etc. Mais ce même entretien, il va aussi avoir une importance pour le candidat. C'est l'entretien d'embauche qui va vous permettre de vérifier est-ce que le poste vous correspond vraiment. Par exemple, lorsqu'on va vous dire quelles sont les tâches que vous allez faire, lorsqu'on va vous décrire le profil, vous allez voir est-ce que c'est votre profil ou pas. Lorsqu'on va vous parler de la rémunération, vous allez décider est-ce que cette rémunération vous va ou pas. Lorsqu'on va vous donner les conditions de travail, etc. Donc, une fois que vous avez fait ça, il faut aussi apprendre à connaître l'entreprise lorsque vous êtes en train de préparer votre entretien. Le candidat doit absolument mener des recherches sur le secteur d'activité en général, mais aussi sur l'entreprise qui l'intéresse. Quels sont ses produits, quels sont ses chiffres d'affaires des dernières années, quels sont ses concurrents sur le marché, lire un peu son historique, etc. Il faut étudier quelques points forts de l'entreprise, ce que l'entreprise peut vous apporter en tant que candidat, mais il faut aussi étudier quelques points faibles auxquels vous pourriez apporter des solutions. Et là, ça va être une question qui se répète beaucoup dans les entretiens d'embauche. On va toujours vous demander qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise si vous êtes choisi pour ce poste. Donc, 3e étape, ça va être la préparation de votre présentation et de vos questions. Il ne faut jamais arriver à un entretien sans avoir préparé votre présentation dans laquelle vous allez intégrer formation, qualité, défauts, expérience, etc. Il faut aussi préparer un argumentaire qui va être en relation avec le poste. Pourquoi vous êtes par exemple intéressé par ce poste? Il faut également préparer les questions à poser concernant l'entreprise, concernant sa stratégie à court et à moyen terme, concernant les objectifs du poste en question, etc. Les questions vont créer ce qu'on appelle une participation active dans l'entretien. Donc, lorsque vous êtes en train seulement de répondre aux questions de l'employeur, là, nous avons une participation passive de votre part. Mais lorsque vous aussi, vous prenez le courage de poser des questions, etc., là, on parle d'une participation qui est beaucoup plus active. Ensuite, je vais avoir l'étape de la simulation et des répétitions. Donc là, il faut savoir que vous allez devoir répéter vos présentations. C'est ce qui va vous permettre de mieux vous connaître et de pouvoir vous rattraper sur les détails qui vous échappent. Lorsque, par exemple, vous avez fait une répétition, vous allez vous rendre compte que vous ne vous rappelez plus de la personne avec laquelle vous avez travaillé dans un stage. Donc, la répétition, elle va vous permettre d'aller rechercher le nom de la personne pour pouvoir perfectionner votre discours et votre argumentaire. La répétition devant un miroir ou bien la répétition filmée, si vous avez les moyens de faire ça, va être une très bonne idée. Ça va vous permettre non pas de perfectionner votre discours seulement, mais ça va aussi vous permettre de vous rendre compte des tics et des défauts de la gestuelle que vous avez. Et il faut savoir que 55% de la décision du recruteur va être basée sur le non-verbal et non pas sur ce que vous êtes en train de dire verbalement. Et dernièrement, nous allons avoir l'étape qui va nous permettre de nous préparer au jour J.
Donc là, il faut bien évidemment se préparer à l'avance, au maximum la veille du jour de l'entretien. Il faut préparer sa tenue en étudiant les couleurs que vous allez porter, en étudiant le style de tenue que vous allez choisir, l'idée de la coiffure que vous allez faire, les accessoires que vous allez porter, etc. Il faut toujours se rappeler que dans ce cadre, il faut que vous soyez élégant et professionnel et n'essayez pas d'en faire trop. Donc pour les accessoires, il faut que les accessoires soient assez fins. Et pour le parfum, par exemple, que vous allez porter, il faut que le parfum ne soit pas très fort parce que ça pourrait bien être un parfum qui va être dérangeant pour l'employeur. Il faut aussi préparer votre matériel, par exemple un agenda, un stylo pour pouvoir noter, mais attention s'il vous plaît à ne pas trop noter et à perdre le contact visuel avec l'employeur. Le plus important, c'est de garder le contact visuel et de rester dans les interactions avec l'employeur. Il faut aussi avoir avec vous un porte-document dans lequel vous allez avoir des copies supplémentaires de vos CV, de vos attestations de stage, de vos diplômes, etc. Il faut aussi localiser le lieu et s'assurer de la durée du trajet. Ça va vous éviter d'arriver en retard le jour J. Et finalement, il faut prendre le temps de se déconnecter et de se relaxer pour faire le point avant l'entretien. Il ne faut jamais préparer votre entretien jusqu'à une heure tardive et aller passer son entretien le lendemain alors que vous n'êtes pas frais, vous êtes fatigué, etc. Donc tout ça, c'était les étapes que nous allons suivre avant l'entretien. Ensuite, nous avons aussi d'autres points qui vont nous intéresser durant l'entretien. Le premier point va être le lieu. Généralement, l'entretien d'embauche va se passer dans un lieu qui est neutre. Par exemple, les locaux de l'entreprise, comme une salle de réunion, un bureau d'un responsable, etc. Mais parfois, le recruteur peut très bien choisir des lieux qui sont insolites, qui sont inattendus. Et il va faire ça pour pouvoir perturber le candidat. Et ça va lui permettre d'étudier sa réaction et donc sa personnalité. On peut très bien, par exemple, vous proposer de passer un entretien en taxi, ou bien dans une soirée professionnelle, ou bien dans un stand d'un forum, etc. Donc, ce deuxième type de lieu, qui est un lieu insolite et inattendu, est choisi lorsque le poste requiert du candidat une forte capacité d'adaptation. C'est ce qui va permettre à l'employeur de voir si vous vous adaptez facilement avec le lieu qu'il a choisi ou pas. Le deuxième point va être celui des conseils pratiques. Donc là, le candidat doit toujours arriver quelques minutes à l'avance. Il ne faut pas arriver à l'heure exacte, mais il ne faut pas aussi arriver très à l'avance parce que ça aussi, ça va donner une mauvaise impression. Ça va montrer que vous êtes très disponible, que vous n'avez pas d'autres missions, d'autres tâches, etc. Il faut faire attention à son comportement avec les autres candidats en salle d'attente et aussi avec les collaborateurs et les interlocuteurs qui vont être par exemple à l'accueil, etc. Parce que certains recruteurs vont installer des caméras dans les salles d'attente et ça va leur permettre de scruter, ça va leur permettre d'étudier le comportement que vous avez lorsque vous n'êtes pas face au recruteur. Il faut bien évidemment toujours rester souriant, compréhensif, collaboratif. Il faut saluer d'une manière qui est professionnelle à l'entrée de la salle. Il faut demander la permission avant de vous installer et il ne faut pas vous laisser intimider. Généralement, lorsque vous allez avoir plusieurs personnes dans un jury de recrutement, sachez toujours que certaines personnes vont jouer le rôle des méchants et vont essayer de vous intimider avec des questions complexes ou bien par exemple en vous disant que vous avez tout faux, etc. Tout ça, eh bien, il est fait dans un entretien juste pour étudier vos réactions et votre personnalité. Donc ensuite, l'élément de l'interlocuteur va être un élément qui va nous intéresser aussi durant l'entretien. Généralement, le candidat va passer son entretien avec un ou deux interlocuteurs. Généralement, ça va être le supérieur hiérarchique et le responsable de recrutement. Il faut donc jauger son interlocuteur pour pouvoir comprendre ses attentes et savoir choisir les informations que vous allez lui présenter, les informations qui vont l'intéresser le plus.
Des fois, un troisième interlocuteur peut être nécessaire lorsque les deux premiers ne sont pas concertés sur un candidat et c'est donc la décision prise par cette troisième personne qui va leur permettre de prendre une décision finale. Dans des cas qui sont vraiment très très rares, lorsqu'on parle d'un profil qui est très pointu et d'un poste qui est très important, le candidat peut passer jusqu'à 5 ou 6 entretiens d'embauche avant de décrocher le poste. Donc ça, c'est ce qu'on appelle généralement le job dating. Et finalement, nous allons donner aussi une grande importance à la conclusion que vous allez faire de votre entretien. Donc là, il faut veiller à conclure votre entretien gentiment, quelles que soient les conditions de l'entretien. Même lorsqu'on a été intimidant avec vous, par exemple. Il faut toujours montrer que le candidat reste disponible pour tout complément d'information et il faut remercier l'interlocuteur du temps qu'il vous a donné. Il faut aussi souligner l'importance de l'entretien pour votre parcours, quel que soit le résultat. Donc ça, c'était les étapes que nous allons avoir durant l'entretien. Et troisièmement, ça va être ce qui doit être fait après un entretien. Une fois l'entretien passé, le candidat doit faire preuve de patience. Et ça va être votre première mission. Vous pouvez très bien envoyer un mail pour rebondir sur un détail que vous avez évoqué avec l'employeur le jour de l'entretien. Par exemple, une question qui était restée sans réponse, une proposition, par exemple, qui vous a été faite par un concurrent, etc. Et le mail va vous permettre de donner l'information, mais aussi de rappeler à cet employeur qui n'a pas encore répondu et que vous êtes toujours intéressé par le poste. Vous pouvez aussi inviter le recruteur, mais sur les réseaux professionnels, comme le LinkedIn par exemple. Après le délai annoncé par le recruteur, il ne faut pas hésiter à recontacter l'entreprise pour demander est-ce qu'il y a des nouvelles. Est-ce que vous avez été retenu? Est-ce que vous avez été rejeté? Etc. Mais il ne faut jamais harceler l'entreprise. Donc, vous pouvez très bien appeler. Si on vous dit qu'il n'y a pas encore de réponse, que la décision n'a pas encore été prise, vous n'allez pas rappeler, par exemple, chaque jour ou bien tous les 2 jours, etc. Si jamais la réponse elle est négative et que vous avez été rejeté, il ne faut pas hésiter à demander pourquoi vous n'avez pas été retenu. Donc, ces raisons ou bien ce pourquoi, il va vous permettre tout simplement de mieux préparer les entretiens suivants. Donc, à ce stade, notre enregistrement touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention et on se donne rendez-vous dans un prochain enregistrement qui va nous permettre de nous intéresser à l'un des autres thèmes qui restent dans notre module.